Je pense qu'on va commencer. Ça fait plaisir en ce samedi matin de voir des visages connus. Bonjour à tous. Mon nom est Lise Langlois. Je vous souhaite la bienvenue au nom de l'Assemblée des Bahaïs de Québec. C'est sous l'égide de l'Assemblée des Bahaïs que nous organisons 8 coins de feu, des sujets qui préoccupaient beaucoup la communauté bahaï. Et donc, ce premier coin de feu est lancé avec notre invité Arthur Dahl, qui est en direct de Suisse. Alors, je vais vous le présenter dans quelques instants. Peut-être une petite précision logistique avant de commencer. Donc, durant la présentation, si vous avez des questions à poser à Arthur, je vous invite. Lise, on t'entend plus. Oui, c'est ce que je viens de découvrir. Là, vous n'avez rien entendu, hein? Presque tout. C'est juste les 15 dernières secondes qu'on a raté. Ah, d'accord. Donc, est-ce que vous avez entendu que je vous souhaitais la bienvenue au nom de l'Assemblée? Parfait, merci. Donc, durant la présentation de notre conférencier, je vous invite à écrire vos questions dans la boîte chat qui est en bas de vos écrans. Et à la fin de la présentation, en ordre d'apparition, je vais poser chacune de vos questions au conférencier. Parce que sinon, on va avoir une cacophonie de micros et on préfère laisser toute la place à notre conférencier d'honneur aujourd'hui. Aussi, après cette présentation, puis quand on aura épuisé les questions, on a un petit sondage. D'habitude, les sondages, c'est toujours 10, 15 questions. Bien, c'est une question. Avez-vous apprécié la conférence? Et on va vous demander si vous voulez bien y répondre. Pour nous, c'est un petit indicateur qualitatif sur l'organisation que l'on met en place aujourd'hui. Donc, si jamais vous êtes intéressé à recevoir aussi les informations sur nos prochains coins de feu, vous les voyez à l'écran, mais si vous voulez faire partie d'une liste à titre informatif, on vous invite à nous écrire. L'adresse est marquée en bas, info@bahaiquebec.org. Alors, vous pouvez recevoir toutes les informations sur les activités Baha'i, que ce soit des activités spirituelles, des activités comme aujourd'hui, des coins de feu qui rejoignent de très grandes préoccupations. Là. Alors, on peut vous envoyer ces informations-là. Donc, sans plus tarder, je vais vous présenter notre conférencier Arthur Dahl, qui est en direct de Suisse. Donc, je remercie Arthur d'avoir accepté de faire cette présentation-là. Nous sommes en présence d'un expert vraiment très important qui a joué un rôle majeur au niveau de l'environnement. Arthur est biologiste de formation. Il cumule plus de 50 ans d'expérience et d'action pour l'environnement et la durabilité. Alors, à l'époque, on utilisait des mots. Arthur a été vraiment un précurseur dans ce domaine-là. Il a été aussi directeur exécutif adjoint du Programme des Nations unies pour l'environnement pendant plusieurs années, ce qui l'a amené à participer au sommet mondial de Rio +20 et à la COP 21 sur le changement climatique aussi à Paris 2015. Il a produit de nombreux rapports qui ont eu une influence importante sur les politiques publiques. Il préside actuellement le Forum international pour l'environnement, une association professionnelle d'inspiration baha'i. Il est membre du conseil d'administration de Ethical Business Building the Future, la EBBF. Il est l'auteur de nombreuses publications scientifiques et livres. Donc, vous avez toute une série, mais il a produit un ouvrage majeur qu'il a sorti en janvier dernier sur Global Governance and the Emergence of Global Institutions for the 21st Century. Ça a été publié à Cambridge University Press. Pour ceux qui sont peu familiers avec le monde de la publication, c'est très prestigieux d'être publié à Cambridge University Press. Donc, c'est vraiment un honneur de l'avoir avec nous. Il est récipiendaire avec 2 collègues du prix New Shape du Global Governance Forum et du prix Governance International pour ses propositions de réforme en environnement.
Donc, c'est un homme modeste, vous verrez, mais qui est de très grande stature. Alors, merci encore une fois, Arthur, d'avoir accepté de faire cette présentation-là sur un sujet qui nous préoccupe énormément. Donc, Arthur a intitulé sa conférence La crise sanitaire, une opportunité écologique. Donc, je lui cède, la parole. Merci beaucoup. Je suis très content d'être au moins virtuellement à Québec, avec des liens familiaux que j'ai dans la province de Québec. Je me sens très proche de vous, même si je suis à l'autre côté de l'Atlantique. Et ça serait vraiment un plaisir de parler un peu de ce sujet avec vous ce matin. Pour moi, c'est la fin de l'après-midi. Oh. Et donc, mais est-ce que je vais partager mon écran? Donc, arrêter de partager cet écran pour que je partage la mienne. Merci. Donc, je vais vraiment parler de cette... On a tous plein au milieu de cette crise sanitaire. Ah, et on demande où ça va terminer, où est-ce que ça nous mène. Mais en même temps, il y a beaucoup d'autres problèmes qui nous touchent en ce moment, dans le changement climatique, la perte de biodiversité, etc. Donc, on pose la question, est-ce que cette crise d'un côté va peut-être créer des opportunités de l'autre côté pour faire face à des problèmes majeurs sur nos planètes aujourd'hui? Et donc, si on regarde un peu la non-durabilité actuelle, on a parlé depuis longtemps de le problème de population, parce que la population a triplé depuis que je suis né. Donc, on a une croissance de population assez extraordinaire comme pour une espèce sur cette planète. On pense qu'on aura au moins jusqu'à 9 milliards de personnes en 2050, donc ça c'est en 30 ans, et 11 milliards en 2100. Sauf qu'il y a certains qui disent aujourd'hui, mais dans les pays riches, on vieillit, on ne se reproduit plus, et donc peut-être le cours va changer dès la fin du siècle, mais au moins, il est certain qu'il y a encore quelques milliards qui vont arriver sur une planète qui est déjà bondée d'une certaine façon. En plus, 20% de la population mondiale consomme 80% de ses ressources. Donc, il y a un déséquilibre énorme entre les pays riches, comme nous en Amérique du Nord ou en Europe, et tous les milliards qui sont dans le tiers-monde, en Afrique, en Asie, etc., qui consomment très peu. Donc, il y a un déséquilibre dans la consommation de ressources qui produit beaucoup de questions sociales, des pressions sur la planète. Si ce n'était pas suffisant comme défi, on a le problème de l'énergie et le changement climatique. Donc, notre civilisation actuelle reçoit son énergie en grande partie de l'énergie fossile, du charbon, de pétrole, qui sont de l'énergie solaire stockée depuis des millions d'années. Mais quand on utilise ces ressources-là, c'est le gaz carbonique et les autres gaz à effet de serre qui fait qu'on réchauffe la planète et ça devient un question essentiel pour l'humanité aujourd'hui. Comment faire face à ces changements au niveau planétaire? Est-ce qu'il faut commencer à changer complètement la base d'énergie de nos civilisations? Bon, je sais qu'à Québec, il y a la hydroélectricité, donc vous avez quelques avantages, mais quand même, vous roulez encore en voiture avec l'essence diesel, etc. Donc, partout, on a ce défi de comment transformer toute nos sociétés actuelles pour ne plus avoir cet impact sur le changement climatique. Bon, je sais que le Canada n'est pas parmi les pays où l'eau est un grand problème, mais au niveau planétaire, il y a beaucoup de régions qui manquent déjà de l'eau, et l'eau, c'est essentiel pour la vie, essentiel pour l'agriculture et tout le reste. Et donc, dans beaucoup de régions, il y a une pénurie d'eau grandissante aujourd'hui. Et ça va s'empirer avec le changement climatique. On voit déjà en Afrique qu'il y avait des sécheresses qui ont fait que les récoltes ont échoué. Et donc déjà, il y a des signes grandissants de l'impact de cette pénurie qui fait que les gens sont poussés à migrer. Et on dit, ces migrations, souvent, ils sont poussés par ce changement climatique. Même toute la crise en Syrie,
c'était parce qu'il y avait des sécheresses qui fait que les gens, les paysans n'ont pas pu produire assez de manger, et ils ont parti vers les villes et ça a déstabilisé tout le pays. Bon, un autre problème, c'est la perte de la biodiversité. Les chiffres sont vraiment alarmants parce que quand même la vie naturelle de cette planète fournit tous des services à nous. C'est les arbres qui enlèvent le gaz carbonique et mettent l'oxygène pour que l'oxygène a respirer, c'est la nourriture, c'est la gestion des systèmes d'eau, la protection des surfaces, beaucoup de services qui fournissent ce système naturel. Et les chiffres sont alarmants. Récemment, on a dit qu'on est en train de perdre la moitié de la biodiversité de la planète. Beaucoup d'espèces qui sont juste en train d'exterminer complètement. Et dès qu'on a perdu des espèces, on ne peut pas les recréer. C'est au moins, sont beaucoup de recherches en génétique pour essayer de reconstruire quelque chose, mais c'est des pertes qui sont irréversibles. Sans parler des problèmes d'alimentation, de nourriture. Je ne sais pas que, je sais qu'il y a des grandes zones de Canada qui sont importantes pour l'agriculture, mais je sais en Amérique du Nord, dans le Midwest américain, par exemple dans l'État de Iowa, pour chaque tonne de blé qui est récolté, il y a une tonne de terre qui est perdue l'érosion. Donc, il y a une érosion énorme avec un système intensif de production qui fait que le reste de la terre, qui est la base même de l'agriculture, est en train d'être envoyé dans les rivières, partir dans les océans, etc. Donc, l'avenir alimentaire est aussi un risque si on ne gère pas mieux ces ressources qui sont, dans un sens, non renouvelables. Et bon, plus de ça, on a une économie déséquilibrée. On regarde pendant cette pandémie, pendant que beaucoup de gens ont perdu leur travail, les gens les plus riches qui ont des sociétés qui fournissent des données, etc., qui ont le vente à distance, sont devenus encore beaucoup plus riches. Donc, il y a des extrêmes qui grandissent, qui déstabilisent toute la planète. Donc, il y a tous les problèmes économiques en plus de ces problèmes plus environnementaux. Et avec la pandémie, les gouvernements partout sont en train d'emprunter une quantité énorme pour essayer de sauver les gens qui sont en péril, pour essayer de stabiliser un peu les économies, mais on ne peut pas emprunter infiniment. Il y avait des calculs qu'en 2-3 ans, au moins en Amérique, l'intérêt sur la dette fédérale serait plus important dans le budget fédéral que dans les dépenses, que tout le coût des armées, la marine, etc. Ça va donner le premier domaine de dépenses. Et donc, on ne peut pas infiniment emprunter comme ça sans qu'il y ait un collapse plus ou moins tard. Donc, on voulait donner l'impression que ça tourne très bien, mais derrière, il y a un déséquilibre financier qui est un risque important pour notre avenir partout dans le monde. Voilà. Une façon de mesurer l'impact sur la planète, c'est ce qu'on appelle l'empreinte écologique, qui est la surface nécessaire de fournir tous les besoins et d'absorber les déchets d'un individu, d'une communauté ou d'un pays. Donc, vous avez une empreinte individuelle. Qu'est-ce qu'il faut comme surface de la planète pour faire pousser la nourriture que vous mangez, absorber vos déchets? On peut dire la même chose pour une ville, une communauté. Il a un certain empreinte sur les ressources pour un pays entier. Donc, le moyen mondial aujourd'hui, c'est 2,3 hectares par personne. Mais au Canada, c'est 7,7 hectares par personne pour fournir les besoins de chaque Canadien. En France, c'est 4,4, aux États-Unis, 8,1. Mais les ressources disponibles, en moyenne sur la planète, sont 1,9 hectares par personne. Donc, nous avons dépassé la capacité planétaire en 1970. Et depuis, nous sommes en train de vivre, on peut dire, sur la capitale. Donc, on arrive en août, en mi-août, et on dit, bon, là, on a consommé tout ce que la Terre peut produire pendant l'année, et pour le reste de l'année, ce que nous consommons, c'est plutôt les choses qui sont prises sur la capitale, qui détruisent la capacité de la planète de fournir nos besoins.
Donc, c'est un signe très clair que nous avons des problèmes de durabilité, même dans l'immédiat, pas seulement dans le long terme. Pardon, j'ai des problèmes, changer mes diapos. Okay. Donc, d'où vient cette crise écologique? Au début du XXe siècle, les communautés Baha'i nous disent une expression matérialiste de réalité qui a trouvé plus de crédit, au point de devenir la croyance mondiale dominante pour la gestion de la société. Et c'est vraiment ça, on peut dire, c'est la religion de la plupart des gens aujourd'hui. Ce n'est plus une église en particulier, c'est le matérialisme, c'est les achats. On va au supermarché pour faire les achats au lieu d'aller à l'église. Ah, c'est vraiment les valeurs centrales de la société. Et cet dogmatisme matérialiste qui a pénétré et maîtrisé les centres de pouvoir d'information de l'échelle planétaire fit en sorte qu'aucune voie rivale ne puisse mettre en cause les projets d'exploitation économique mondiale. Et on a pu voir avec le néolibéralisme, la puissance aujourd'hui des grandes multinationales qui sont plus puissantes que la plupart des pays, qui sont plus riches, qui ont une influence très importante sur nos sociétés. On peut voir qu'il y a tout ce système qui s'entretient pour créer les profits pour de moins en moins de personnes, mais qui contrôle le cours de l'économie planétaire. Pardon, j'étais... Il faut peut-être qu'on passe... Ouais, je n'arrive pas à changer les diapos. Je ne sais pas ce qui est arrivé. Malheureux, il faudrait que ce soit... Il faut qu'on passe de l'autre côté, c'est pour les montrer, parce que mon clavier ne fonctionne plus. Ah, d'accord. Alors, ce qu'on va faire, excusez aux amis qui sont là, on va faire... Tu vas arrêter le partage. Soël, est-ce que tu voudrais remettre la diapo de... Ah, ça marche. OK. Ah. OK. Je sais qu'il y a une lenteur sur mon côté qui fait que c'est difficile à projeter. C'est la Suisse. C'est la Suisse. oui, on n'est pas très rapide en Suisse. Même si le côté technologique, on est pas mal, mais... mais là, il y a toujours des problèmes avec les présentations partout. Ouais. J'ai même assisté à une grande réunion de la société de l'Internet qui n'arrivait pas à brancher sur l'Internet. Donc, ça arrive à tout le monde. Exactement, exactement. Donc, ça va prendre juste une petite minute. Ça, elle va aller chercher la présentation d'Arthur, puis on va la mettre, c'est ça, voilà, oui, ça va arriver. Matérialiste, on était rendu là. Oui, ça. Merci. Tu auras juste à dire suivante, Arthur, puis on va l'avancer. Oui, OK, non, très bien. Je ne sais pas ce qui arrive, c'est jamais arrivé avant, mais là, il ne voulait plus marcher. Donc, ce matérialisme, et là, c'est la Maison universelle de justice qui est le conseil international qui dirige la Baha'i, qui nous a parlé un peu de cette situation, qu'on ils ont dit en 2000. Cet matérialisme enraciné de l'Occident s'est répandu dans tous les coins du monde, cultivant, au nom d'une économie planétaire forte et du bien-être humain, une culture de consommation. Et là, surtout en Amérique du Nord, on a pris cette culture de consommation. Il promeut avec habileté et ingéniosité une habitude de consommation qui cherche à satisfaire les désirs les plus vils et égoïstes, tout en encourageant la dépense d'argent qui prolonge et exaspère le conflit social. Un résultat est une confusion de plus en plus profonde parmi les jeunes partout, une sorte de désespoir dans les rangs de ceux qui devraient être au point du progrès et l'émergence de maintes maladies sociales. Prochain. Donc,
La communauté Baha'i nous dit que c'est la culture de consommation, héritière par défaut de l'évangile matérialiste de l'amélioration humaine, ne s'embarrasse pas de la nature éphémère des buts qu'ils inspirent. Enhardi par la faillite de la morale traditionnelle, et on a vu certainement en Amérique aujourd'hui à quel point il y a une faillite de la morale traditionnelle, l'avancée du nouveau credo n'est en effet rien de plus que le triomphe d'une impulsion animale, aussi instinctive et aveugle que l'appétit. Prochaine diapo. Et là, on peut voir les tendances fustigées universellement dans le passé comme défauts moraux sont devenues la nécessité de progrès social. L'égoïsme devient une ressource commerciale appréciée. Le mensonge s'invite à un habit d'information publique. Il faut voir ça dans les journaux aujourd'hui, on ne sait pas qu'il faut croire. Sous les euphémismes appropriés, l'avidité, la luxure, la paresse, l'orgueil, la violence même sont largement acceptés et acquièrent de plus une valeur sociale et économique. C'est comme ça qu'on fait l'argent aujourd'hui. Donc, où ça nous mène? Il y a des études qui ont été faites déjà il y a 40 ans, en 1972, pour l'institut qui s'appelle The Limits to Growth, les limites à la croissance, pour le Club de Rome, qui ont modélisé avec ce ordinateur toute l'évolution de la société. Et donc, voilà les courbes qu'ils ont proposées. Sur à gauche, c'est comme business as usual, ce qui va arriver avec les produits industriels, les ressources, la population, la pollution, la nourriture, entre 1900, 2000 et 2100. Donc, on a 2 siècles dans chaque graphique. Et donc, en haut, on voit l'état du monde et en bas, le niveau, on peut dire le niveau matériel et dans le niveau de l'exploitation de la vie, la consommation par personne, la nourriture par personne, les services par personne. Et donc, ils avaient indiqué que si on continuait comme avant, arriver vers 2020, 2030, et là, on y est, on verra un collapse de la civilisation. On aurait dépassé la capacité des planètes de fournir nos besoins. Ils ont dit, pour même le sommet de la Terre en 1992, ils avaient dit que si on fait une transition à la durabilité à ce moment-là, donc en 1995, on pourrait stabiliser les choses. On aura un assez bon niveau de vie, et on aura une bonne production, et on peut continuer. Ils ont averti, si on attend jusqu'à 2015, bon, ça c'est déjà il y a 5 ans, on ne pourrait pas éviter une catastrophe au mi-siècle et le niveau de vie possible après, avec tout ce qu'on a détruit entre-temps, serait beaucoup plus bas que si on avait fait la transition plus tôt. Donc, on est averti par les scientifiques depuis longtemps. À l'époque, ça a été fait au début, et j'ai travaillé avec l'équipe qui a fait cette étude, Donald Meadows, qui était l'auteur principal. Les milieux économiques ont dénigré ça. Oh, c'est simplement, c'est tout à fait faux. Il n'y a rien dans tout ça. Comme on fait avec le changement climatique maintenant. Mais maintenant, on voit que c'est arrivé. Voilà, la prochaine diapo. Next slide, prochaine diapo. Non. Donc, il faut voir d'une façon systémique ce qu'on a fait avec cette étude-là. On a voulu essayer de voir comment intégrer tous ces éléments, l'économie, le social, l'environnemental, d'une façon plus intégrée. Et ce qu'on voit aujourd'hui, c'est qu'il y a une inertie dans les institutions, surtout les multinationales, les grandes entreprises, qui sont là pour faire le profit et pas d'autres choses, des intérêts particuliers, donc beaucoup d'obstacles à changement. Il y a beaucoup de choses qui se font qui sont bien, beaucoup de gens qui travaillent bien pour aider-nous à s'adapter à ces problèmes, mais la résistance de ces forces est encore beaucoup plus puissante. Et nous mène donc en 2 processus, une désintégration d'un côté et une intégration de l'autre. C'est un peu comme l'époque des dinosaures. L'époque des dinosaures, ils dominaient la planète. Ces grands reptiles, etc. Et il y avait quelques petits mammifères cachés ici et là, mais c'est les dinosaures qui dominaient tout.
Mais l'environnement évolue. Leur époque, c'était un astéroïde qui a fait collision avec la planète et qui a peu détruit l'écosystème pendant quelques années. Et donc, les dinosaures ont disparu et ont laissé place aux mammifères qui ont évolué par la suite. Donc, si on prend cet exemple naturel, notre ancien système économique et social doit s'écrouler pour laisser place au niveau qui devrait prendre sa place. Et nous sommes en train de vivre un peu cette transition aujourd'hui avec toutes les difficultés que ça nous amène. Prochaine diapo. Donc, le gardien de Fabahaï, qui avait dirigé la Fabahaï entre 1921 et 1957, a écrit en 1936. Il parlait de ces deux processus de désintégration et d'intégration. Et on va voir à quel point ça résonne avec nos difficultés aujourd'hui. Comme il a écrit, le processus de désintégration doit se poursuivre inexorablement et son influence corrosive doit pénétrer de plus en plus profondément dans le cœur même d'un âge qui s'écroule. Beaucoup de souffrances seront encore nécessaires avant que les nations, les croyances, les classes et les races de l'humanité en lutte se soient fondues dans le creuset d'une affliction universelle et soient forgées par les feux d'une cruelle épreuve en une communauté organique, un système vaste, unifié et fonctionnant harmonieusement. Les adversités effroyables et impensables, des crises, des bouleversements inimaginables, guerres, famines et pestes pourraient bien s'allier pour graver dans l'âme d'une génération insouciante ces vérités et ces principes qu'elle a daigné de reconnaître et de suivre, qui sont les principes de la Fabahaï. Une paralysie plus douloureuse qu'aucune de celles qu'a jamais subi doit gagner la structure de société disloquée et affligée plus encore avant qu'elle puisse être reconstruite et régénérée. Et je pense que nous avons passé par la Deuxième Guerre mondiale, nous avons passé par toute une série de problèmes par la suite, et on voit à quel point ces préoccupations il y a presque 100 ans sont vraies aujourd'hui. Prochaine diapo. Mais il y a aussi d'autres processus. Et la Maison de justice nous a parlé de ce processus d'intégration. Donc, ce n'est pas que la destruction qu'on voit autour de nous. Et ils ont écrit, et ça c'est en 2019, à au moins 3 occasions historiques au cours du dernier siècle. On aurait pu croire l'humanité s'efforcer d'établir une paix véritable et durable. La première de ces occasions fut la création de la Société des Nations, une organisation destinée par ses fondateurs à assurer la paix au niveau international. Et là, ici au Genève, on a tout le Palais des Nations, qui était le siège de la Société des Nations. La seconde a vu l'Organisation des Nations Unies naître des cendres de la société. Donc, pendant la Deuxième Guerre mondiale, on a pu voir à quel point, pendant la guerre, on essaie de mettre une structure en place pour éviter qu'il y ait plus de guerres. Et donc, troisièmement, vers la fin du XXe siècle, la troisième occasion où la paix mondiale semblait atteignable, qui était donc avec le grand sommet de l'an 2000, etc., et après la fin de la guerre froide, a donné lieu à des appels clairs à l'établissement du nouvel ordre mondial. Donc, ces divers progrès témoignent d'une prise de conscience générale, progressive mais inexorable, chez les peuples du monde, ainsi que leur attraction vers la justice universelle, la solidarité, la coopération, la compassion et l'égalité. On peut voir avec la pandémie à quel point la solidarité se fait renaître, on commence à coopérer plus. On peut voir, il y a des bonnes choses qui se développent à travers tous les inconvénients, les difficultés que nous passons. On voit à quel point il y a des processus positifs et qui nous promettent un meilleur avenir. Prochaine diapo. Malheureusement, je signalé, depuis le début de ce siècle, donc depuis de l'an 2000, au début du présent siècle, des nouvelles difficultés ont commencé à surgir. Les nombreuses tendances dominantes éloignent les gens les uns des autres,
plutôt que les rassembler. On peut voir en Amérique la fragmentation en deux moitiés de la société. Les systèmes politiques et économiques permettent à des petits coteries d'amasser des fortunes scandaleuses, dans des milliards et des milliards. Les rapports entre les citoyens, l'autorité gouvernementale, la société dans son ensemble sont souvent tendus par le plus d'intransigeance dans leur façon de penser. Et le fondamentalisme religieux pervertit la clarté des communautés et même des nations. On peut voir avec les problèmes de violence aujourd'hui, le terrorisme, etc., à quel point on a les problèmes de ce côté-là. Donc, ces défaillances d'une si grande nombre d'organisations et d'institutions socialisées ont miné la confiance du public. Et des intérêts particuliers ont systématiquement sapé la crédibilité de toutes les sortes de savoirs. Bon, en tant que scientifique, sur le changement climatique, on peut voir à quel point tous ceux qui nient que le climat change et qui attaquent la science parce que c'est mauvais pour l'économie de parler de ces choses-là. Donc, on a eu toute une force contre la science aujourd'hui pour défendre les autres intérêts. Donc, l'altération de certains principes éthiques communs menace la consensus existant sur le bien et le mal. On n'arrive plus à se mettre d'accord. Qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal dans la société? C'est le fond même de la société, on n'arrive plus à se mettre d'accord. Et la volonté d'entreprendre une action politique internationale est aujourd'hui paralysée, assaillie par la montée du racisme, du nationalisme et du fractionnisme. Prochaine diapo. Donc, il continue. C'est ainsi que les forces de désintégration se regroupent et gagnent du terrain. Que le salon tienne. Aucune influence humaine ne peut arrêter l'unification de l'humanité. Donc, c'est vraiment, on nous a promis pour l'avenir, on va passer par là. Toutefois, le parcours qu'emprunte l'humanité pour réaliser sa destinée pourrait bien être tortueux. Le tumulte causé par les peuples de la terre qui sont en conflit menace d'étouffer la voix des âmes généreuses qui appellent à mettre fin au conflit et aux luttes. Tant que cet appel restera ignoré, il n'y a pas lieu de douter que le désarroi et la confusion qui règnent actuellement dans le monde s'aggraveront, entraînant peut-être des conséquences catastrophiques, jusqu'à une humanité assagie juge bon de faire une autre part importante et peut-être décisive cette fois vers une paix durable. Prochaine diapo. Donc, ces crises promises sont arrivées. On a parlé de peste, de guerre, etc. Voilà, on a plein milieu de pandémie avec tous les morts qui s'amènent, on des bouleversés. On a la catastrophe climatique, la biodiversité, donc je viens de parler. Il y a une crise financière à venir avec ses dettes insurmontables. La famine est à l'horizon parce que la production agricole est impactée par le changement climatique. Il ne manque que la guerre pour le moment. On ne sait pas ce qui va arriver, mais ce n'est pas interdit que ça va arriver sur notre tête aussi. On continue de cette voie-là. Prochaine diapo. Prochaine diapo. Donc, mais on peut voir aussi avec la pandémie. On a sauté un diapo là. On a aussi pu voir avec la pandémie qu'on a pu remettre en question notre mode de vie. C'est cette sorte de consommation qui était si chère. Tout d'un coup, on peut voir, mais on peut vivre sans quand même. Est-ce qu'on a besoin de tout ça qu'on nous a vendu dans la publicité tout le temps? On arrive vers Noël, on doit être inondé des achats encore plus matérialistes. Donc, avec la pandémie, on a subi un freinage brutal qui a mis à l'arrêt cette sorte de consommation. Et on peut voir qu'on n'a pas besoin de ces nécessités. Et on a pu voir la dimension sociale qui était de plus importante. Et on a pu voir la solidarité qui apparaît partout. Donc, c'est vraiment le moment pour transformer, changer nos sociétés fondamentalement. Ça, c'est un peu le point économique. Bon, là, on a parti en arrière. Prochaine. Oui. Donc, il faut aller
vers des relations sociales plus importantes et les valeurs humaines qu'il faut le remettre au centre de la société. La prochaine. Mais ça demande, ce que Baha'i nous a dit, que la démarche exige de repenser radicalement la plupart des concepts et des présupposés qui gèrent aujourd'hui la vie économique et sociale. Il faut en même temps associer cette démarche à la certitude que, quelle que soit la durée du processus et quels que soient les obstacles rencontrés, les affaires humaines peuvent être dirigées sur les voies qui servent les besoins réels de l'humanité. Ça, c'est le défi aujourd'hui. Comment reconstruire tous, changer radicalement tout ce qu'on fait pour repartir dans le bon sens malgré tout ce qui nous arrive. La prochaine. Baha'u'llah, fondateur Baha'i, nous a dit il y a plus que 100 ans. L'importance, on peut dire, de la félicité volontaire. Quand il a écrit, ne puise dans ce monde que selon la mesure de tes besoins et renonce au superflu. Et dans un autre écrit, le chercheur doit se contenter de peu et ne jamais demander plus qu'il n'a. Je me demande souvent, je vais mettre au début de ma liste des achats quand je vais au magasin, au supermarché, me rappeler de prendre juste ce que j'en ai besoin et pas plus. La prochaine. Et le Baha'i parle aussi beaucoup d'environnement, de la nature. La communauté Baha'i nous a dit aussi, les écritures Baha'i écrivent la nature comme le miroir du sacré, qui doit soutenir les efforts de l'humanité pour promouvoir une civilisation à l'avancée perpétuelle. Ce n'est pas que va aller au contre matériel, mais il faut le diriger dans un équilibre avec le monde naturel. Donc, aucun effort ne doit être ménagé afin de conserver dans la terre sa biodiversité et son ordre naturel. Prochaine. Et il continue. Et je crois que c'est vraiment l'approche éthique de la durabilité que nous décrivons ici. Nous sommes tributaires ou régisseurs des vastes ressources et la diversité biologique de la planète. Ce qui demande qu'on assure une exploitation durable et équitable jusque dans un avenir lointain. Non. On sait, nous, aujourd'hui, on pense à plan de 5 ans ou lointain, c'est 20 ans ou 30 ans. Dans le Baha'i, on parle d'une cycle de 1000 ans et d'une civilisation qui va durer au moins 500 000 ans. Donc, c'est vraiment une vue durable de long terme qu'il faut avoir pour assurer l'avenir de l'humanité. Donc, une connaissance pleine et entière des conséquences écologiques possibles du développement. C'est rare aujourd'hui, on commence à réfléchir, mais trop souvent, on devrait d'abord dire, oh, on aurait pu faire ça par la suite. De tempérer nos actions avec de la modération et de l'humilité. Ces deux mots que j'entends rarement dans les bouches des économistes ou des politiciens. Mais vraiment, si on peut vivre dans la modération et l'humilité, ça peut changer beaucoup de choses. De rendre compte que la vraie valeur de la nature ne peut s'exprimer en termes économiques et qu'on a besoin d'une profonde compréhension du monde naturel, de son rôle dans le développement de l'humanité, aussi bien matériel que spirituel. Donc, on a besoin de la nature, de l'environnement, pour le côté spirituel et pas simplement matériel. Prochaine diapo qui continue. Ainsi, l'exploitation d'un environnement durable doit être considérée non comme une responsabilité discrétionnaire. L'humanité peut peser contre d'autres intérêts en lice. Et souvent, on attend, on va l'en faire plus tard. D'abord, on va devenir riche et plus tard, après, on va penser à d'autres choses. Mais ce n'est pas ça aujourd'hui. Mais plutôt comme une obligation fondamentale qui doit être assumée. Une condition préalable au développement spirituel ainsi qu'à la survie physique de l'humanité. C'est vraiment l'essentiel aujourd'hui, adresser la durabilité pour nous protéger de toutes les catastrophes qui pourraient arriver de ce côté. Prochain diapo. Donc, la pandémie nous montre ce besoin d'unité. Le ministre de la Justice, dont j'ai parlé d'ailleurs, avait écrit cette année, rarement a-t-il été plus évidente que la force collective de la société dépend de l'unité qu'elle peut manifester dans l'action. Et ce, de la scène internationale jusqu'à la base. On a besoin de l'unité à tous les niveaux, entre les pays, au sein d'un pays, dans la communauté. Prochaine diapo. En un jour comme celui-ci, où les tempêtes des épreuves
et de tribulation enveloppent le monde, et où peur et tremblement ébranlent la planète. Vous devez, le visage illuminé et le front rayonnant, apparaître à l'horizon de la fermeté et de la constance, de sorte que, si Dieu le veut, les ténèbres de la peur et de la consternation s'effacent complètement, et qu'au-dessus du clair horizon à la lumière de l'assurance s'élève et brille resplendissance. Ça, c'était une écrit le fils de Baha'u'llah, Abdul Baha, qui a vécu de 1895 à 1921 et qui nous parlait de ce changement et comment nous devons montrer l'exemple aux autres. Et Jésus continue. Le monde a plus en plus besoin de l'espoir et de la force de l'âme qui confère la foi. Donc, c'est vraiment à travers le côté spirituel qu'on trouve la force de faire face à cette difficulté. Prochaine diapo. Et Jésus continue. Il faut des approches positives. Les conversations élevées ont été sources de réconfort, d'inspiration pour de nombreuses personnes. De tels efforts de votre part fournissent un service précieux, alors que nombreuses âmes sont déconcertées et concernées, incertaines à ce qui arrivera. Si difficile que soit la situation aujourd'hui, et si près de la limite de leur endurance qu'approchent certains segments de la population, l'humanité finira par traverser cette épreuve et en sortira dotée d'une meilleure compréhension, d'une conscience approfondie de son unité, de son interdépendance inhérente. Et sur là, même c'est la promesse que oui, on va passer les difficultés, mais on va, si on prend l'approche positive, sortir unifié, on reconnaît notre interdépendance et commence à travailler ensemble. Prochaine diapo. Donc ça, c'est l'espoir. Nous avons exprimé l'espoir que cette mise à l'épreuve d'endurance de l'humanité lui conférerait une meilleure compréhension. Cet espoir est déjà en train de se réaliser. Les dirigeants, d'éminents penseurs et de commentateurs ont commencé à explorer des concepts fondamentaux et des aspirations audacieuses qui, ces derniers temps, étaient largement absentes du discours public. C'est pour ça, comme on dit à l'introduction, on avait écrit un livre sur la gouvernance mondiale, parce qu'on dit aujourd'hui, c'est le moment de parler de comment corriger les défauts de l'ONU, de comment se préparer à gérer ces problèmes qui ne peuvent pas être traités au niveau planétaire. Si c'est le climatique, si c'est la pandémie, tout ça montre à quel point on a besoin d'aller à un meilleur système de gouvernance au niveau planétaire. Ce ne sont pour le moment que des premières lueurs, mais elles laissent entrevoir la possibilité de moments de conscience collective. Et c'est quoi qu'il faut travailler pour trouver ce moment de conscience collective aujourd'hui. Prochaine diapo. Donc, il nous promet l'unité du monde est enfin possible. Un ordre mondial qui unifie les nations avec l'assentiment du genre humain est la seule solution adéquate devant les forces déstabilisantes qui menacent le monde. Toutefois, bien que l'unité mondiale soit possible, non inévitable, elle ne peut en fin de compte se réaliser sur l'acceptation inconditionnelle de l'unité du genre humain. La prochaine diapo. Donc, je vais peut-être pour quelques questions qu'on peut discuter par la suite. C'est la fin de ma présentation. Et on ne peut pas dire où nous mènera tous ces problèmes, mais il est clair que le monde ne serait jamais comme il était aujourd'hui. Et qu'on peut repérer un peu ce qui ne va pas. Donc, comment mettre en pratique se contenter de peu? C'est un défi à nous tous, surtout dans les pays développés où nous avons l'habitude de consommer. Comment commencer individuellement et collectivement cette transformation significative de nos modes de vie et de notre empreinte écologique? Donc, comment faire les choses différemment? Quelles qualités, attitudes et approches pouvons-nous démontrer individuellement, collectivement, afin de traverser les difficultés que cette épreuve collective suscite? Bon, c'est juste les questions à lesquelles nous devons tous penser. J'espère que ce n'était pas trop loin de voir ces textes, mais qui touchent vraiment le fond du problème qu'il faut faire actuellement. Et je vais ouvrir maintenant à discuter ces questions à tous les autres qui ont peut-être poser dans le chat pour continuer. Merci beaucoup pour arrêter de partager le diapo. Merci, un grand merci Arthur pour cette excellente présentation qui tombe vraiment à point.
il y a une question, puis effectivement, dans la fin de ta diapositive, il y avait quelques interrogations qui pourraient susciter ça. Donc, j'invite les amis, s'ils veulent écrire une question, je vais la lire. Une des premières questions, peut-être, comment expliquez-vous le fait que la voix des scientifiques en environnement, je pense entre autres au GIEC, ne soit pas prise au sérieux et que nous sommes présentement devant les désastres écologiques? Qu'auraient dû faire les scientifiques pour être mieux entendus? Ah, ça c'est une grande question. Mais ça fait plus que 50 ans que je travaille de mon côté de faire quelque chose. J'étais même conférencier le premier jour de la Terre à Washington en 1970. La première fois qu'on avait commencé à parler de cette question, j'étais à Washington, au Smithsonian, donc je m'avais invité de parler, je venais aller dans un lycée, pour tous les lycées, on a parlé de ces questions-là, avertir les peuples qui allaient venir. Donc, j'ai essayé par tous les moyens depuis 50 ans, en tant que scientifique, d'attirer l'attention, mais je crois que ça vient de plusieurs choses. D'abord, c'est le poids de l'économie. Et comme j'avais cité dans les citations que j'avais indiquées, que ce type économique avait un peu boulonné tout le système et convaincre tout le monde, l'économie, il fallait augmenter le PIB, la croissance à l'infini. Donc, c'est toute une mythologie qui était une idéologie pour défendre vraiment les intérêts des plus riches, mais qui était pris par tout le monde. Et donc, ces voix-là étaient beaucoup plus fortes que les voix des GIEC et les voix de tous les groupes scientifiques qui parlaient de ces questions. Et au même point qu'on voit les gens aujourd'hui qui nient la science. Donc, si la science est contre les intérêts personnels, ils nient la science. Ils ne veulent pas faire attention à ça. Ils nient les expertises. Et je crois que malgré tout ce qu'on a fait de faire, à communiquer, et il y a beaucoup de choses qui ont été faites. Donc, le GIEC même a été créé par le privé et par l'Organisation mondiale météorologique pour que le gouvernement même nomme les experts, pour que ce soit leurs experts qui regardent les données et qui retournent au gouvernement. Voilà ce que la science nous dit. Malgré tous les efforts de le rendre complètement objectif, loin de la politique, on n'a pas pu avoir plus fort que ces forces économiques qui jouent sur le côté. Et c'est aussi le manque de spiritualité, parce que ça joue sur le côté matériel des choses. Et les gens trouvent le plaisir dedans. Et donc, c'est aussi le fait qu'on a ce manque de morale, ce manque d'éthique, ce manque de spiritualité qui fait que ces messages ne résonnent pas. On demande arrêtez les voitures, arrêtez d'être fier d'avoir la meilleure marque de ceci ou cela, arrêtez d'être à la mode et tout ça. Tout ça va à l'encontre de tout le côté égoïste qui était cultivé par nos sociétés occidentales. Et je crois que c'est simplement les scientifiques n'ont pas eu la voix assez forte pour être écoutés à travers toutes ces forces négatives. Et ce n'est pas la science qui convainc les gens à changer le comportement. On dit un fumeur, ça va vous tuer, ça veut dire arrêter de fumer. Tant qu'on n'a pas touché le cœur, touché le côté émotionnel aussi, on n'arrive pas à changer le comportement très facilement. Et peut-être, il y avait beaucoup de reproches au niveau des scientifiques comme quoi le langage était trop hermétique, puis l'exemple du GIEC faisait en sorte qu'ils étaient entre eux. Donc, cette voix-là ne portait pas assez fort. En tout cas, ça, c'était un reproche qu'on a entendu souvent. Mais le fait que la conférence porte sur la pandémie, qui est peut-être une opportunité, tu viens de dire à l'instant, le fait qu'on est touché par le cœur, mais on est touché dans cette pandémie-là par la restriction de nos libertés. Est-ce que tu vois que ça peut faire en sorte d'enlever nos passions égoïstes et notre matérialisme? Bon, je crois qu'on voit les deux cours. On voit d'un côté les gens qui prennent la science au sérieux, qui se rendent compte qu'ils ont perdu quelqu'un de leur famille, que vraiment ce n'est pas une fabrication, même s'il y a d'autres voies. En Amérique, il y a toutes les conspirations en disant que ça a été créé par les scientifiques pour augmenter leur carrière, etc., qu'il n'y a rien qui est derrière. Donc, même aujourd'hui, il y a aussi les gens qui ont dit liberté en premier, ils enlèvent les masques, ils marchent comme ça en disant on a le droit de respirer, vous pouvez arrêter de respirer, même si ça va tuer nos enfants, nos parents, les grands-parents. Donc, c'est aussi un côté de l'égoïste. Et là, il y a deux courants. Il y a ceux qui défendent les intérêts égoïstes, économiques, et il y a ceux
qui dit, voilà une autre raison pour écouter la science, on ne peut plus nier aujourd'hui, mais il y a encore un problème d'équilibre entre les deux voies aujourd'hui. J'ai une autre question. Donc, au plus fort du confinement dû à la COVID-19, les émissions de gaz à effet de serre ont diminué significativement, mais pas assez pour maintenir le réchauffement planétaire à un maximum de 1,5 degré. Et ce, même si nous maintenions indéfiniment ce niveau d'émissions. À votre avis, si l'un veut éviter l'effondrement, quelle part de la réduction nécessaire des gaz à effet de serre proviendrait d'une décroissance de notre consommation et quelle part viendrait d'une réorientation de l'économie vers des technologies plus vertes? C'est une très bonne question auquel il n'y a pas d'intéressant parce qu'on voit les tendances diverses. Il y a certains pays qui ont vraiment pris le tournant écologique, qui sont en train de convertir à toute vitesse leur économie vers les énergies renouvelables. Il y en a d'autres qui nient toujours, qui veulent financer le retour du charbon et du pétrole et qui avancent dans le mauvais sens. Et donc, c'est vraiment l'équilibre entre ces deux qui vont déterminer. Il est clair que ce qui est notre mode de vie, d'abord, il fallait chercher plus de simplicité, la plus proche de la nature. Et peut-être dire, peut-être prendre une vacance, d'aller partir en avion pour prendre le soleil à Tahiti en plein hiver à Québec. On veut chercher la chaleur, mais est-ce qu'on a besoin aussi loin ou peut-être d'autres façons de faire? Il y a peut-être des façons de repenser, mais il y a aussi toutes les... On a les technologies aujourd'hui pour faire tous les changements. On n'a pas besoin d'attendre des nouvelles recherches scientifiques. On a les énergies renouvelables. On voit que le prix de l'électricité solaire, les panneaux solaires, commence à chuter au point où c'est le moins élevé, c'est dans ces nouvelles technologies. Donc, c'est même un illogisme économique de continuer à financer le pétrole et le charbon. C'est un gaspillage d'argent qui peut déjà faciliter le transfert, la transition. Donc, là, je crois qu'il est clair, même le GIEC, et la conférence de Paris avait dit 1,5 degré, mais le gouvernement a promis à Paris beaucoup moins de ça. Avec ce qu'ils avaient déjà dit qu'ils allaient faire, c'était déjà 3,5 degrés de réchauffement. Donc, on est beaucoup plus loin que l'accord de Paris. Et maintenant, on a remis par une année la prochaine réunion de la conférence sur le climat pour voir si on va pouvoir accélérer les processus. Mais on n'a que 10 ans. On dit qu'il va vraiment avoir tourné complètement en 10 ans. Sinon, il y aurait... Et déjà, on peut voir au nord de Sibérie, il y a dans la mer Arctique, où la glace se fond à toute vitesse, on a le gaz de méthane, qui est un gaz d'effet de serre très puissant, qui commence à arriver des boules énormes de dégagement, qui fait qu'il y a des choses qu'on ne pourrait plus arrêter. Mais on va même dire peut-être l'effondrement des glaciers sur Groenland. Est-ce qu'on peut arrêter maintenant cette fonte? Si tous les glaciers de Groenland se fondent complètement, ça serait 6 mètres d'élévation des niveaux des mers. Imagine ce qu'on ferait à New York, à Alexandrie, à tous les ports du monde, si on interprète. Donc, on est vraiment sur un point de basculement, où on a très peu de temps pour changer rapidement. Et c'est là où on peut pas dire, dans cet équilibre, pour moi, presque, c'est un peu triste, mais le meilleur espoir d'éviter la catastrophe climatique serait d'avoir une catastrophe économique rapidement. Parce que si vraiment le boule des dettes mondiales s'éclate, l'économie arrête, on n'arrive plus à faire de commerce, ça va arrêter le commerce d'énergie fossile, ça va nous obliger à retourner vers une vie plus simple, et ça va peut-être nous sauver du changement climatique. Donc, dans le pire des cas, ça serait la meilleure chose qui peut arriver pour le long terme, même si ça a beaucoup de souffrance sur le court terme. Mais sinon, est-ce que la pandémie est un frein suffisant pour démarrer ce processus ou pas?
Ça va jouer dans les quelques années à venir. On va voir. Un éveil. J'ai plusieurs questions, Arthur, qui s'en vient. Alors, je te lis ça Oui. de Magnolia. Donc, plusieurs pensent que le matérialisme est d'avoir une maison, une auto, tandis que d'autres pensent que le matérialisme, c'est de consommer de la drogue. Donc, plusieurs niveaux de matérialisme. Qu'est-ce que tu penses de ça? Bon, je crois que le matérialisme, c'est vraiment le manque de spiritualité, comme l'ombre et le manque de lumière. La nuit n'est pas qu'il y a, on a allumé la nuit, c'est qu'on a enlevé le jour. Et donc, je crois que si c'est le matérialisme de consommation ou qui donne ça montre l'ego, bon, je montre que j'ai une jolie maison, j'ai une voiture, donc c'est bon pour l'ego. Ou si c'est les drogues qu'on prend pour n'arriver pas à faire face à cette lacune, cette vide intérieure, donc on a tourné vers les drogues pour trouver une sorte de plaisir chimique, parce qu'on n'a pas trouvé un plaisir dans l'altruisme, dans l'amour de l'autre, etc. Donc je crois que toutes ces choses-là, c'est les symptômes de manque de spiritualité. C'est pour ça qu'il n'y a pas que la solution matérielle à ces problèmes environnementaux. Il y a aussi cette question spirituelle qu'il faut mettre en jeu. Autre question. Magala, je passe ta deuxième. Je vais enchaîner avec les prochaines. Le terme « Nouvel ordre mondial des Bahaïs » a été exproprié par l'extrême droite religieux pour désigner l'impérialisme financier de la Banque mondiale. Comment retrouver le sens originel de Baha'u'llah? Heureusement, on peut toujours traduire un terme si un terme est dépassé ou corrompu. On peut trouver une autre façon de parler d'une vie plus consensuelle, d'une meilleure organisation. Non, on n'a pas besoin de parler d'ordre mondial qui a l'air un peu militaire. On parle de gouvernance mondiale, c'est un peu plus douce déjà. Mais si on parle de gouvernement, là aussi, certains gens repoussent ça parce que tout de suite, ils pensent un gouvernement mondial, ça serait pire, ça serait un dictateur qui va prendre le pouvoir au niveau planétaire. Et c'est pour ça qu'il faut trouver, parce que l'approche Baha'i est beaucoup plus subtile dans l'équilibre des différents aspects. Et il y a dans le Baha'i une approche qui corrige chacun des défauts des systèmes actuels. Et donc, il faut comment ne pas rester avec un terme court, mais trouver une autre façon d'expliquer que notre vision va pouvoir adresser toutes les choses qui peuvent être mal comprises par un groupe ou par un autre. Et ça dépend du langage. Si on parle avec un groupe, peut-être c'est un terme qui va mieux, et bien notre groupe, il faut trouver un autre langage complètement pour qu'ils comprennent ce qu'on veut faire. Une question d'actualité. Hein? Croyez-vous que le mouvement lancé par Greta Thunberg continuera d'avoir un effet, et sur les jeunes en particulier? Bon, il est clair qu'ils n'ont pas pu être aussi visibles avec le confinement. Ils ont pu faire des grandes démonstrations. Je sais, quand ils avaient marché en Suisse, j'ai marché avec eux. Je me suis dit, on ne peut pas laisser les jeunes tout seuls. Donc, j'ai pris un panneau, les vieillards soutiennent les jeunes. Et j'ai marché avec pour les encourager. Et je crois que ça a touché beaucoup de monde et je ne pense pas que ça va changer. Je crois qu'il y a un mouvement parmi les jeunes aujourd'hui qui sont bien conscients des problèmes, qui sont bien informés au niveau planétaire par tous les médias sociaux, etc. Et donc, je crois qu'il y a une base là, c'est toucher les vieux qui sont l'obstacle. Et heureusement, ces jeunes seraient moins jeunes dans quelques années et c'est eux qui auront le pouvoir. Et là, peut-être ça va accélérer la transition aussi. Une autre question. Quelle place pouvons-nous faire à l'agriculture dans ce contexte? Parce que tu as parlé beaucoup d'alimentation, etc. L'agriculture devient un enjeu économique majeur en ce moment. Alors, comment tu vois ça? Bon, je crois que vous avez au Canada un des meilleurs experts dans le domaine, c'est le livre 11 de Paul Hanley, qui a vraiment réfléchi au fond à cette question. Mais il est clair, il faut manger. Il faut l'agriculture. On ne peut pas arrêter l'agriculture. Mais il est clair qu'une agriculture intensive, qui détruit les sols, qui fait place à l'érosion, qui demande des apports chimiques très importants et qui met beaucoup sur la production de la viande animale, le bœuf et le mouton en particulier, qui produisent beaucoup de gaz à effet de serre en eux-mêmes, qui fait que, oui, il faut l'agriculture,
mais il faut une transition dans l'agriculture. Il faut aider les gens. Enfin, pendant les années, on a poussé les agriculteurs à produire de certaines façons avec les subsidies, on donne de l'argent, et maintenant, il faut aider à faire la transition. En même temps, on avait industrialisé beaucoup trop la culture. Le meilleur exemple, par exemple, on a parlé un petit peu d'Abdu Baha, le fils de Baha'u'llah, qui, dans la Terre Sainte, dans la Palestine, au début du XXe siècle, avait montré un exemple. Il avait acheté des terres dans la vallée de Jordanie, de la rivière Jordan, et il avait fait venir quelques Baha'i pour montrer comment faire, et vraiment créer un village qui a pu fournir tous ses besoins matériels, et pour suivre la nature, d'aider à nourrir toute la Palestine pendant la Première Guerre mondiale. Quand il y avait une famine, ils ont stocké le blé pour que tout le monde puisse manger. Et donc, il a montré un exemple, et c'était une culture diversifiée, organique, intensive, pas de travail, mais qui peut produire tout ce qu'il fallait. Donc, ce n'est pas qu'il est impossible, mais il faut repenser la culture. Et je crois que le Canada est peut-être mieux placé que les États-Unis pour essayer de le faire. Les Américains, les industries sont tellement fortes, mais même au Canada, Paul Henning a dit que les multinationales agricoles ont tellement organisé les choses, ils contrôlent le prix des semences, ils contrôlent le prix des engrais, ils contrôlent toute l'information, maintenant planter ceci, maintenant cela. Donc, ils ont tout fait que tous les profits tombent de leur poche. Il n'y a rien qui est resté pour l'agriculture, surtout les petites agricultures. Donc, il y a un grand changement à faire dans toute la structure du système, de rendre un peu plus local, plus organique, pour trouver un nouvel équilibre. Donc, c'est une partie de le changement pour protéger le changement climatique. Il faut absolument changer ça aussi. Alors, dans ce cas-là, une question qui enchaîne, est-ce que le végétarisme serait la solution? Il y a dans les écrits d'Abdu Baha, il dit que le moment viendrait où on ne mangerait plus la viande. Donc, il est clair qu'on n'a pas besoin, en tant qu'omnivore, on n'a pas besoin de manger la viande. Par contre, quelqu'un qui est malade, peut-être a besoin de protéines, un peu de poulet ou quelque chose comme ça, il peut être utile. Donc, mais c'est vraiment la modération aussi. On ne peut pas demander aux Inuits, enfin non, on ne peut pas demander de cultiver le blé. Peut-être avec Jean-Claude qu'elle pourrait le faire, mais pour le moment, quand on vit sur la vie des animaux sauvages qu'on chasse ou on pêche dans l'océan, on ne peut pas demander à changer de culture complètement. Donc, il y a une modération à faire, mais je crois que naturellement, on voit qu'il fallait faire des transitions vers le végétarisme et réduire drastiquement la consommation de viande. Une question encore. Se pourrait-il qu'il nous faille différencier respect de la planète et réchauffement climatique? Celle-ci étant une bonne chose pour l'avenir, point d'interrogation. Est-ce que tu vois une différence? Un besoin de la différencier les deux, en fait. C'est comme ça que je comprends un peu la question. Non, on habite dans un seul système planétaire. On fait partie de ce système planétaire. Donc, il faut trouver un équilibre entre nos civilisations matérielles et tous les besoins de l'écosystème planétaire. C'est pour ça que j'avais mis des citations sur l'importance de protéger la biodiversité et ne pas détruire tous ces systèmes naturels qui ont évolué depuis des millions d'années pour fournir nos besoins. Il faut un respect de ces fonctions. Il faut s'intégrer dans la nature et pas le couper comme on fait dans les villes aujourd'hui. J'avais imaginé dans un livre que j'ai écrit il y a une vingtaine d'années qu'on aurait des forêts urbaines. On fait revenir la nature dans les villes. On peut trouver, mais aussi, peut-être aussi, on a moins de grandes villes. On voit regardez les institutions de communauté Baha'i. On a comment s'organiser au niveau local avec l'ensemble spirituel local et localement. On se réunit dans une fête de 10 jours pour parler ensemble, voir les problèmes. Ce n'est pas des structures qui ont adapté des communautés des millions de personnes. C'est clairement fait pour une structure plus organique, plus délocalisée. Et je crois qu'en l'avenir, on va graduellement quitter les grandes villes trop matérialistes, trop dépendantes sur toutes les terres autour d'eux, subventionnées par les régions ailleurs, et trouver un équilibre meilleur entre la nature et la vie naturelle. Il est beaucoup plus proche que les différents exemples qu'on a dans la communauté Baha'i.
Je continue. Tu n'es pas trop Oui, fatigué? oui. Je peux continuer un peu moins, il n'y a pas de problème pour moi. Je n'ai pas. Enfin, c'est vu que c'est quelle est la modération quand les gens sont fatigués de poser des questions. Alors, une façon de sortir de la crise, ce serait la coopération. Oui. Au Québec, les organismes coopératifs existent depuis longtemps. Néanmoins, ils sont de moins en moins supportés financièrement. De quelle façon suggérez-vous de continuer à les soutenir? Est-ce que tu aurais des solutions? Il en arrache les organismes coopératifs. Oui. Mais je crois en partie, la difficulté des coopératives, c'est qu'ils sont en concurrence avec les grandes multinationales. Et donc, il y a tout cet aspect commercial, les supermarchés qui veulent baisser les prix, vendre les choses moins chères, c'est qui fait que, et donc on cherche n'importe où dans le monde quelque chose moins cher à vendre, qui fait qu'on détruise, on peut dire, une base plus saine de l'économie, plus locale. Et donc, c'est pas simplement comment améliorer les coopératives, comment réduire les pressions sur eux qui les empêchent de fixer les prix justes pour les produits produits par les paysans, par l'agriculture. Et donc, c'est là, c'est pour ça que c'est une approche systémique qui est nécessaire, parce qu'on ne peut pas changer juste un élément du système sans aussi changer les autres en équilibre. Mais il faut essayer de sauver les coopératives parce que c'est vraiment comme ça qu'on peut avancer dans l'avenir. Il n'y a aucune raison aujourd'hui que chaque fermier devra avoir son propre tracteur et son propre machine, etc., qu'on peut partager dans une coopérative et faire les choses plus économiquement. Donc, je crois qu'il y a une évolution à faire pour encourager, sauver ce qu'il y a et trouver des nouveaux moyens de les avancer, les intégrer peut-être mieux avec les consommateurs aussi. Une autre question, est-ce que vous pensez que le capitalisme doit tomber complètement pour qu'un autre système apparaisse? Il faut, le capitalisme extrême, tel qu'on le connaisse aujourd'hui dans le néolibéralisme, il est clair qu'il est en train de détruire la planète. Par contre, l'idée d'un marché, un système de marché, ça, si on change la valeur de base pour que ce n'est pas plus la concurrence qui va trouver, exploiter les autres pour baisser les prix au maximum, mais une consultation entre l'acheteur et le vendeur pour dire quel est le prix juste entre l'effort que vous avez fait pour créer ce produit et mon besoin de vendre le produit. Et on fait une consultation dans un esprit Baha'i, trouver le prix juste et tout le monde trouve le bénéfice. Donc, il n'y a rien contre les investissements. Abdu'l-Baha, le fils de Baha, a aussi parlé beaucoup le système capitaliste. Quand il a dit qu'il fallait trouver un équilibre entre les travailleurs et les capitalistes. Il ne fallait pas qu'il y ait un exploite l'autre, qu'il fallait un partage des profits au sein de l'entreprise, qu'un cinquième de profit, 20%, devrait aller aux ouvriers pour qu'ils aient un intérêt dans l'entreprise. Et que le but de l'entreprise ne devrait pas simplement maximiser le retour aux investisseurs, mais vraiment produire quelque chose d'utile pour la société. Donc, ce n'est pas, on peut dire, les mécanismes du capitalisme, c'est les valeurs qui sont derrière qu'il faut changer dans un esprit plus Baha'i qui permettrait d'évoluer dans un nouvel sens. En même temps, Abdu'l-Baha avait parlé de quelque chose des trusts. Et le mot trust dans le langage de 1912, quand il voyageait en Amérique, parlait d'une grande société dans une position de monopole qui contrôlait les prix. C'était Standard Oil, c'était Carnegie Steel, etc., les grandes entreprises de l'époque. Il a dit qu'il n'existerait plus dans l'avenir. Donc, ces grandes structures qui sont trop puissantes, vont changer pour quelque chose de plus diversifié, plus adapté, plus coopératif, avec d'autres valeurs. Donc oui, il faut changer le système, mais pas qu'il fallait jeter complètement. Ce n'est pas le communisme non plus qui serait le meilleur. Mais il faut avoir tout un nouveau système et c'est encore à inventer. On a quelques pistes, on a des valeurs, mais il faut que le prochain économiste réfléchisse à ces questions. Et le méthodologiste nous dit, maintenant, il faut faire l'expérience.
Il y a une très jolie lettre qu'il avait écrite il y a 2 ans, 3 ans maintenant, le 15 mars 2015, dont il dit maintenant, il faut expérimenter au niveau local. Essayez de trouver des solutions. Comment adresser la pauvreté de votre communauté? Comment trouver les moyens de soutenir les besoins de chacun? Comment trouver l'emploi pour chaque personne? Parce que chaque personne peut avoir un travail utile et utile. Tout ça fait vraiment des principes Baha'i pour notre système économique. Donc, les idées sont là. Il faut évoluer, il faut des expériences et avancer. Oui, on parle aussi même du capitalisme inclusif. Oui, exactement. Ouais. L'ONU, c'est de leave no one behind, les personnes derrière. Exact. Il n'y a aucune raison aujourd'hui, avec toute la richesse qu'il y a dans le monde, qu'il y a encore moitié de la population qui n'arrive pas à se nourrir bien chaque jour, qui n'arrive pas à mettre les deux bouts ensemble. C'est parce que toute cette richesse est partie dans le mauvais sens. Oui, il y a beaucoup de choses à changer aujourd'hui. Une autre question qui reste dans la boîte de chat. Savez-vous si le pape est au courant du travail de reconstruction sociale à travers le monde? Bon, il est clair, si on regarde les messages qu'il a écrits. D'abord, il y a une nouvelle qui est sortie de l'année, mais déjà, ces encycliques montrent qu'il est très bien conseillé par les gens qui ont un esprit de justice et qui traitent les questions assez pratiques de façon spirituelle. Et donc, ils viennent d'une société où vous voyez la réalité sociale et économique des pauvres. Et donc, il est sensible à ces questions. Et il est très encourageant de voir, et on devrait travailler ensemble avec tous ceux de bonne volonté dans toutes les religions qui veulent travailler pour ce changement. Et il y a tout un centre de recherche avec lequel je travaille en Amérique sur l'écologie et la spiritualité et les religions. Et je suis même venu 2 fois à Château Windsor en Angleterre. Le VVV a organisé un sommet sur l'écologie et la spiritualité en 1995. Et les Baha'i étaient pour Ria Kanoum, j'y étais pour l'ONU, pour donner les questions aux dirigeants de toutes les religions du monde. Donc, les choses qui se font aussi entre les religions de bon côté, il faut les encourager et offrir nos meilleures solutions qui aident à aller plus loin. Oui, à ce sujet, il y a la famille royale d'Angleterre, je pense que c'est via le prince William, qui a fait un fonds de 50 millions de livres pour toutes les initiatives environnementales. Je ne sais pas s'il inclut la spiritualité dans cette démarche, là, mais j'avais entendu vaguement cette initiative-là. Ouais, je crois qu'ils sont assez sensibles, son père aussi. Je sais qu'on a avant la conférence en Copenhague sur le climatique il y a 5 ans, les Nations Unies pensaient qu'ils allaient échouer à Copenhague. Donc, ils ont demandé à tous les religions de préparer des plans d'action sur le climatique. Et ensuite, on a tous invités au château de Windsor pour présenter ces plans d'action au prince Philippe et au Ban Ki-moon, le secrétaire de l'ONU. Donc, j'y étais avec le représentant Baha'i de New York pour présenter le plan d'action Baha'i sur le climatique. Donc, il est clair, et nous a servi le premier banquet vegan sourcé à 25 km du château de Windsor. Pour les 2000 convives religieux, comment est-ce qu'on va montrer de façon de faire? Et donc, même la famille royale peut concevoir et servir un banquet royal vegan sourcé localement. Oui, c'est sûr que cet exemple-là, c'est bien quand justement on prône certains principes et on met ça en pratique, c'est intéressant. Ce que tu viens de souligner, ça m'a fait penser à une histoire. C'était une grosse firme à Londres dont un des directeurs avait oublié son téléphone cellulaire à New York. Et le PDG a dit, tu as juste à prendre l'avion, première classe, puis à te rendre à New York, aller chercher ton téléphone cellulaire. Puis il a refusé. Il a dit non, j'ai des principes environnementaux. Je ne veux pas il n'avait pas pris l'avion. Je ne sais pas trop qu'est-ce qu'il avait pris là, comme moyen de transport, sûrement le bateau, mais en tout cas, il y avait des principes. Puis il ne voulait pas retourner pour encore émettre des effets de gaz à effet de serre. Fait qu'au nom de ces principes, il a fait valoir le fait qu'il ne voulait pas récupérer son téléphone cellulaire et il a été congédié.
Alors, je me dis, moi, je constate que de plus en plus dans les organisations, il y a des gens qui refusent de prendre l'avion. Tu en as cité au début, qui disent non, je ne veux pas prendre l'avion, je ne vais pas à ce congrès parce que je dois prendre 3 avions. On fait valoir ces principes-là de plus en plus, chose que je ne voyais pas, même il y a 5 ans, je ne voyais jamais ça. Mais de plus en plus, parmi la jeune génération, on voit qu'au nom de ces principes, on refuse de participer à certains événements ou, comme l'exemple du cellulaire oublié, on va refuser de vouloir aller le chercher. Non, mais je crois qu'à chaque moment, dans ces moyens, qu'est-ce qui est possible de faire pour respecter ces principes? J'ai beaucoup voyagé parce qu'avec l'ONU, il fallait amener cette marche partout. Je ne pouvais pas éviter, mais je me dis, comment est-ce que je peux faire un offset moral? Est-ce que j'aurai suffisamment de bien de ce voyage pour compenser pour les impacts sur l'environnement? Est-ce que je peux combiner les choses ensemble pour pouvoir mieux justifier un déplacement? Et je crois que chacun dans ses moyens, je me dis, mais certaines choses, j'étais obligé de faire parce que je me dis, là, je vais avoir une possibilité de faire un changement à grande échelle, que ça va, l'impact sur l'environnement serait un peu compensé par ce que je pouvais faire à l'autre côté. Donc, chacun devait choisir dans leur contexte qu'est-ce qui est possible à faire pour mieux respecter. Mais maintenant, aujourd'hui, tout est arrêté, donc beaucoup plus facile de refuser de voyager. Et on apprend, c'est beaucoup plus facile à faire des réunions, comme on fait ici maintenant. Je n'ai pas besoin de venir. J'aurais bien voulu venir visiter mon fils et mon petit enfant, mais je peux quand même parler à Québec sans quitter Genève. C'est ça. Donc, Joseph disait dans la boîte de chat, est-ce qu'on devrait arrêter de voyager pour empêcher la pollution? Ça va aussi dans ce sens-là, de cette question. Donc, on va conclure. Il y a des petits commentaires dans la boîte de chat, là, soit de Peter ou de Jocelyn qui sont mis. C'est plus des réflexions. Donc, on va conclure cette magnifique présentation. Je trouve que ça a suscité beaucoup de questions. Je pense aussi qu'on repart avec une plus grande sensibilité. En tout cas, j'ose l'espérer. C'était le but d'avoir une sensibilité plus grande face aux gestes que l'on pose à l'égard de l'environnement. Puis on voit aussi qu'au niveau des écrits Baha'i, qui date de plusieurs années quand même, on prônait toute cette question-là de ne pas trop verser vers le matérialisme, d'avoir une vie simple, puis de mettre beaucoup l'accent sur le développement spirituel, sur les qualités spirituelles et, comme on l'a vu, aussi d'élever les conversations pour justement, dans ce monde de pandémie, susciter l'espoir, puis dire qu'il y a des solutions possibles, il faut les chercher. Donc, j'en profite vraiment pour remercier chaleureusement Arthur, qui est un des esprits très brillants dans ce domaine-là. On est très chanceux de l'avoir eu ce matin. Donc, au nom de l'Assemblée des Baha'is de Québec, un grand merci, Arthur. Et nul doute que ça va faire des petits, j'en suis certaine. Et j'espère que la continuation de vos soirées de discussion, je regrette que j'ai été obligé de faire une soirée la matinée. Mais sinon, je parlais à 1h30 le matin, ça aurait été un peu plus difficile pour quelqu'un à mon âge de participer. Donc, mais on s'adapte. Mais on s'adapte. C'est pas un souci, là. C'est vraiment pas un souci. Et comme vous le voyez, on a notre prochaine conférence, Coin de feu, est celle qui porte sur l'égalité entre les hommes et les femmes au Québec, un voyage dans le temps, faite par la professeure retraitée Claire Lapointe. Et merci de répondre au sondage. On voit déjà les résultats qui apparaissent. Donc, c'est vraiment intéressant. On peut conclure que ça a été très apprécié, Arthur, ta conférence. Donc, merci à tous d'avoir été présents ce matin. Je vous souhaite une belle journée, une belle soirée, Arthur. Et surtout, soyez en santé et gardez les mesures de protection et de distance sociale seulement, mais pas le relationnel. Et soyez près du cœur de vos amis. Merci à tous. Merci Soël. Il y a quelqu'un qui est dans l'ombre. J'ai oublié de remercier, c'est Soël Nacostine qui
qui est Oui. tout en soutien derrière ça. Il y a aussi Magali qui nous a aidés à faire les affiches et bien sûr Andréane Bigonès. Merci à tous et à la prochaine. Merci, à la prochaine.